Good morning from the European Training Foundation from Torino, and welcome to this webinar. Soyez bienvenus à ce webinaire pour l'assurance qualité dans l'enseignement et la formation professionnelle continue. Je m'appelle Nadejda. Je fais partie de l'équipe de gouvernance et assurance qualité de l'ETF et vous avez l'interprétation simultanée en français à votre disposition. Veuillez donc sélectionner le canal, la langue dans laquelle vous souhaitez écouter ce séminaire, ce webinaire. Vous avez le français et l'espagnol et le français, pardon, à votre disposition. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton interprétation en bas de votre écran. Nadejda souhaite aimablement la bienvenue aux interprètes. Bonjour. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez allumer votre caméra et allumer votre micro. Nous vous demandons de bien vouloir indiquer le nom et le pays, votre pays d'origine. Vous pouvez le faire en cliquant sur votre nom, cliquant sur les trois petits points qui s'affichent et cliquant sur renommer. Vous pouvez donc indiquer votre nom et votre pays. Vous avez aussi le chat qui sera notre canal de communication aujourd'hui. Vous êtes invités à y poser des questions, à faire des remarques. Nous avons prévu des séances questions-réponses. Alors, vous pouvez librement utiliser le chat. Vous pouvez aussi nous raconter de quel pays, de quelle organisation vous venez. Enfin, faire une petite présentation. J'espère que vous m'entendez correctement. J'espère que vous avez réussi à vous connecter au canal d'interprétation qui vous intéresse. Je voudrais maintenant céder la parole à mon collègue Hugues Moussy qui va inaugurer ce séminaire. Il est le chef de l'unité performance évaluation de système à l'ETF. À vous. Nadia vient de me dire que mon micro a un petit écho, alors je m'excuse d'avance si vous ne m'entendez pas très bien. Je vais de toute façon faire une introduction toute brève. Je voudrais peut-être commencer en vous parlant de l'ETF un tout petit peu, au cas où vous ne seriez pas familiarisé avec notre organisation. L'ETF est une agence de l'Union européenne dont la mission essentielle est de venir soutenir les 29 pays partenaires pour améliorer leur système d'enseignement et formation professionnelle, pour transformer ces systèmes en des systèmes vraiment d'apprentissage tout au long de la vie. Nous développons l'expertise et nous offrons conseils sur toute une série de domaines liés au développement du capital humain et l'enseignement, y compris, bien sûr, sur la gouvernance de façon globale et, entre autres, l'assurance de la qualité, à savoir l'un des aspects clés. En 2017, l'ETF a créé ce forum sur l'assurance de la qualité dont l'objectif est de venir aider ses membres à améliorer les processus d'enseignement tout au long de la vie en donnant un cadre pour l'apprentissage entre les pairs, entre les différents partenaires avec une coopération nationale, internationale et un dialogue. Ceci est ouvert à toutes les institutions qui ont un mandat d'assurance de qualité. Nous avons 22 agences qui participent en provenance de différentes régions, la Turquie, la région méditerranéenne, les Balkans occidentaux et le partenariat oriental.
Cette réunion fait partie de nos efforts permanents pour échanger l'expertise et les connaissances entre les différents partenaires. C'est le quatrième de ces webinaires cette année. Nous enregistrons ces séminaires. Vous pouvez donc accéder à l'open space du site web de l'ETF et y accéder directement. Je voudrais donc, en guise de conclusion, vous remercier de votre participation, les institutions, les agences qui ont accepté de partager leur expertise, la Moldavie, le Monténégro et la Tunisie. Merci à Alec Curve, Annette Kers du secrétariat ainsi que à toutes les équipes de l'ETF qui ont rendu possible ce webinaire. Merci. Donc, Nadia, Nadezza, je vous rends la parole. Merci. Avant d'avancer dans notre ordre du jour, révisons maintenant notre programme qui est assez chargé. Mounir Bhatti, dans quelques instants, vous présentera la question qui nous occupe aujourd'hui, l'assurance qualité dans l'enseignement et la formation professionnelle continue. Nous aurons ensuite des présentations de 3 pays, comme Hugues nous l'a bien expliqué, la Moldavie, le Monténégro et la Tunisie. Nous aurons 2 séances de débat, questions-réponses. Nous aurons aussi une petite pause café. Et après cette pause café, vous connaîtrez quelle est l'expérience et la perspective de l'Union européenne quant à cette formation professionnelle et enseignement continu. Je voudrais maintenant je vous présenterai au fur et à mesure nos formidables intervenants. Nous aurons le temps de questions-réponses. Veuillez utiliser le chat aussi pour cela. Je voudrais maintenant céder la parole à mon collègue Mounir Bhatti qui va vous présenter notre webinaire. Il est expert principal en développement du capital humain à l'ETF. Il est aussi le coordonnateur du contenu du Forum pour l'assurance qualité à l'ETF. Mounir, vous avez la parole maintenant. Merci, Nadia. Soyez les bienvenus à vous tous. Tout particulièrement, je voudrais remercier la présence des personnes de contact des pays partenaires de l'ETF. J'en vois plusieurs ici. Donc, soyez les bienvenus. En introduction à ce webinaire, nous nous posions la question de pourquoi avons-nous besoin d'une assurance qualité? La plupart des pays ont des systèmes d'assurance de la qualité pour l'enseignement et la formation professionnelle. Alors, pourquoi se pencher spécifiquement sur l'enseignement et la formation professionnelle continue, c'est-à-dire le FPC? 3 raisons expliquent cela. Pourquoi nous sommes-nous concentrés sur le C, le continu? Eh bien, c'est que l'enseignement et la formation professionnelle continue ont une importance croissante dans tous les pays. Et puis, il y a une spécificité particulière et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et troisièmement, nous sommes de plus en plus conscients de l'importance des mécanismes d'assurance de qualité, de mécanismes d'assurance de la qualité qui couvrent le FPC. Alors, récemment, une étude du CDFOP en collaboration avec l'ETF, et je pense que vous pouvez y avoir accès dans notre site web, mais je pense que Nadija va le mettre dans le chat. C'est très intéressant. Et cette étude nous dit que face aux tendances d'avenir et aux défis d'avenir, nous devons passer justement de l'enseignement et la formation professionnelle à l'enseignement et formation professionnelle continue. Nous devons nous concentrer sur le FPC parce que nous dépendons de plus en plus de la qualité de l'EFPC.
Si vos capacités ne sont pas contenues, pardon, elles ne sont pas améliorées et maintenues par le FPC, vous les perdrez. C'est un changement de paradigme en fait, c'est un nouveau paradigme. Pendant des années, les pays investissent pour former des personnes avec les capacités adéquates. Mais maintenant, nous devons penser à la reconversion et au renforcement des capacités. Donc, l'étude lancée par le CDFOP et l'ETF quasiment la moitié des Européens ont des capacités de bas niveau ou alors qui ne sont pas mises à jour, c'est-à-dire ils ne sont pas adaptés au marché du travail. Et toutes ces personnes doivent faire l'objet d'une reconversion, d'un renforcement des capacités pour pouvoir s'adapter au marché du travail, pour pouvoir, en somme, se développer dans leur vie. D'autre part, le FPC est très particulier. Tout d'abord, cela n'est pas la compétence exclusive d'un seul ministère, hein, par exemple le ministère du Travail ou le ministère de l'Enseignement. Le FPC dépend de toute une série d'organismes. Donc, il y a des questions de gouvernance qui se posent. D'autre part, normalement, il s'agit de processus d'apprentissage non formels ou informels. Et donc, les problèmes se posent parce que ce n'est pas dans les établissements scolaires que cela se passe et qui peuvent contrôler euh, l'enseignement. Il est donc assez difficile de vérifier la qualité de tout le processus. Et puis, nous avons toute une série de groupes cibles avec différents niveaux d'éducation, différents niveaux d'études, pardon, différents niveaux de capacité, euh, des groupes d'âge aussi, des tranches d'âge complètement différentes. Et donc, des questions se posent. Lorsque vous parlez aux jeunes, ils recherchent, par exemple, disons de 18 à 24 ans. Ces jeunes ont des besoins différents par rapport à d'autres tranches d'âge. Il faut donc s'adapter à chaque tranche d'âge. Quatrièmement, dans la plupart des pays, le FPC est encore instructuré, pas coordonné et peu adapté, ce qui pose des questions aussi. Nous pouvons donc nous poser la question suivante. Est-ce que les systèmes d'assurance de la qualité qui ont été conçus pour mesurer l'enseignement de la formation professionnelle et l'enseignement de la formation professionnelle initiale, est-ce qu'ils sont adaptés à l'EFPC? Avons-nous des capacités d'auto-évaluation, des indicateurs, par exemple la satisfaction des employeurs? À quel point ces mesures de qualité, ces indicateurs de mesure de la qualité sont adaptés à ces domaines EFPC complexes? Nous pouvons donc bien profiter d'un webinaire où l'on puisse avoir des échanges avec les différents collègues sur leur système et comment ces systèmes d'assurance de la qualité s'adaptent-ils à l'EFPC. Nous aurons donc toute une série de présentations. Le Monténégro, la Tunisie, la Moldavie vont nous expliquer quelle est la situation dans leur pays. Nous aurons ensuite Annette Kurt qui va nous parler de la perspective des États membres, comment les États membres abordent la question. Merci donc pour votre participation. Je voudrais maintenant céder la parole à Nadija pour passer aux présentations pays. Merci Mounir, mes chers participants. Nous allons utiliser beaucoup d'abréviations ici. Par exemple, le FPI, l'enseignement et formation professionnelle initiale,
et le FPC, l'enseignement et la formation professionnelle continue. Je voudrais maintenant céder la parole à Stella Gouvir, qui est la chef du Bureau des relations publiques et la coopération internationale dans l'Agence nationale de l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la recherche. Elle représente aussi la Moldavie dans le forum sur l'assurance qualité à l'ETF. Merci, Nadia, merci Mounir pour cette introduction. En effet, je représente la République de la Moldavie au nom de l'Agence nationale pour l'assurance qualité dans l'enseignement et la recherche. Et permettez-moi maintenant que je partage mon écran. Okay. Perfect. Can you see it? Yeah. Okay, so as far as you can see from the title of my presentation, today I'm going to speak about the Vous parlez aujourd'hui de l'assurance qualité externe de la formation professionnelle continue à la République de Moldavie. Tout d'abord, je vous présenterai notre cadre juridique qui s'occupe de la question. Malheureusement, nous n'avons pas en Moldavie un cadre juridique spécifique, une loi qui aborde spécifiquement et uniquement l'enseignement et la formation professionnelle continue. Et nous avons des références dans d'autres instruments législatifs de base, par exemple la loi de l'éducation. Nous avons une référence au titre 7 de cette loi qui parle de la formation tout au long de la vie. C'est un instrument législatif de base qui établit donc que le FPC fait partie de l'apprentissage tout au long de la vie, y compris des activités d'apprentissage qu'entreprend une personne tout au long de sa vie pour développer ses capacités d'un point de vue professionnel. Nous avons par exemple l'enseignement général, l'enseignement professionnel continu et la formation professionnelle continue des adultes. Le FPC pour les adultes, les programmes dans ce cadre sont toujours soumis à une évaluation externe afin d'acquérir une accréditation, un agrément. Les décisions sur les accréditations ou les non-accréditations qui leur permet de fonctionner est adoptée par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement sur la base de cette évaluation externe menée par l'Agence nationale de l'assurance qualité dans l'enseignement et la recherche, à savoir mon agence. L'apprentissage tout au long de la vie se fait dans un contexte formel et informel. Lorsque nous parlons de l'évaluation externe pour les programmes de formation professionnelle continue, nous parlons seulement de contexte formel. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas une loi spécifique qui se concentre, qui aborde l'assurance qualité, mais nous avons quand même un règlement où il s'agit d'établir les instructions, les mécanismes de financement et les faciliter le développement de programmes d'enseignement pour les adultes qui développent les capacités clés, par exemple les capacités numériques, les capacités d'entreprise et d'autres capacités nécessaires pour le marché du travail. Ce règlement vient réglementer l'activité, les programmes d'enseignement pour adultes. Nous avons aussi des dispositions quant à l'organisation de l'enseignement général pour les adultes, la formation professionnelle continue, la certification de ces programmes, le financement de ces programmes.
Et la formation professionnelle d'adultes est organisée par le perfectionnement et la reconversion selon ce règlement. Donc, on parle aussi de formation additionnelle, certification additionnelle, polyqualification ou amélioration. Ces programmes d'apprentissage toute la vie pour des adultes, dans le cadre de l'apprentissage toute la vie en général, eh bien, s'intègrent dans des processus d'apprentissage formels et informels au sein desquels les adultes développent leurs compétences et peuvent améliorer leurs compétences professionnelles et techniques afin de pouvoir les déployer là où ils doivent le faire. Pour ce qui est des prestataires de formation en Moldavie, alors pour obtenir une autorisation ou une accréditation, eh bien, ces prestataires doivent répondre à ces critères d'admissibilité. Ils doivent avoir une base juridique dans leur statut, dans leur règlement interne. Cela doit être stipulé qu'ils fournissent des programmes de formation continue, ils doivent payer des impôts au titre de la loi. Ils doivent également prouver que le personnel enseignant qu'ils emploient soit sous contrat et dispose d'un diplôme d'enseignement supérieur. La méthodologie que je viens d'aborder est une méthodologie qui a été élaborée par un centre de recherche spécifique en Moldavie et couvre la formation continue des adultes, mais également toute une autre série de niveaux comme l'EFP, l'enseignement supérieur, la formation continue. Et cette méthodologie met sur pied toutes les étapes pouvant mener à une évaluation externe. Alors, qui peut fournir de tels programmes? Donc, il y a les institutions d'EFP, les institutions d'enseignement supérieur, des institutions privées ou publiques, des organisations qui fournissent des services d'éducation ou des programmes de formation au titre de leur statut, mais les entreprises ou les organisations qui offrent à leurs employés des programmes de formation professionnelle. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ces programmes et institutions doivent être certifiés ou accrédités par notre agence. Comme précédemment mentionné, cette agence, au titre parmi d'autres nombreuses autres tâches en matière d'assurance qualité, eh bien, cette agence doit évaluer la qualité de ces programmes de formation. Pour la méthodologie, comment mettons-nous en place cette évaluation externe? Bien, les étapes sont décrites dans la méthodologie précédemment mentionnée, mais en général, cette initiative résulte d'une initiative du ministère de l'Éducation. Puis, elle est donnée à l'agence, nous analysons le dossier, on met en place le panel d'évaluation qui est approuvé par le conseil d'administration. Puis, il y a un panel d'évaluation, il y a une évaluation de l'institution d'éducation et il y a une visite qui est menée sur le site de l'institution. Donc, l'initiative vient de l'Institut d'éducation. Nous faisons davantage de visites en ligne avec des entretiens avec le personnel enseignant, avec le personnel administratif également. Puis, nous organisons une brève visite sur le site afin de pouvoir prendre la mesure de l'institution elle-même. Donc, on se rend sur le site de l'institution. Puis, ils présentent les résultats de l'évaluation, ce qu'ils ont identifié dans le cadre de cette visite, et ils présentent tout cela aux commissions de profilage qui existent dans notre agence. Et cette commission valide les résultats de l'évaluation, les présente au conseil d'administration,
qui prend une décision sur l'accréditation, la certification ou l'absence d'une telle certification. Puis cela revient au ministère. Puis il donne le feu vert final à l'accréditation ou l'autorisation. Donc, qu'est-ce que cela signifie, accréditation, autorisation? Deux volets. L'autorisation, dans notre cas, eh bien, c'est quelque chose qui est réclamé par l'institution lorsqu'ils viennent de mettre sur pied leur programme de formation continue. Et ils doivent prouver qu'ils répondent aux normes de qualité minimale, c'est-à-dire qu'ils ont une base juridique, ils ont les documents pertinents, ils ont conçu leur programme d'études et ils ont été validés, car c'est exigé par la loi moldave. Et il y a un modèle à suivre, un modèle qui est fourni par le ministère. Ils doivent également prouver qu'ils ont les infrastructures nécessaires, qu'ils ont les salles, le matériel, le personnel nécessaire, qui jouit des qualifications adéquates. Donc, ce sont les exigences de base pour un programme de formation continue. Ce sont les bases qui permettent à ce programme de commencer son travail. L'accréditation, quant à elle, peut être réalisée lorsque l'autorisation a expiré, par exemple après 5 ans dans notre cas. Donc l'institution peut postuler à une accréditation. Donc il y a bien sûr les conditions de base à remplir, mais nous demandons également à l'institution de nous fournir des preuves de leur travail, du processus d'enrôlement de nouveaux candidats, les certificats, les informations qu'ils publient, les évaluations des apprenants. Donc, tout ce processus d'accréditation est beaucoup plus complexe. Je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard. Alors, voici les étapes. Si vous souhaitez une accréditation ou une évaluation externe de qualité, et cela suit 10 normes d'accréditation. Donc, il y a l'assurance qualité interne de l'institution. Le deuxième standard fait référence à l'approbation du programme d'études. Puis, il y a l'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage qui doit correspondre aux besoins des apprenants. Puis, il y a la progression en matière de certification et enrôlement de nouveaux candidats. Puis, il y a les ressources d'apprentissage et le soutien que fournit l'institution à ses apprenants. Puis, il y en a sur la gestion de l'information. Le 8e, c'est sur l'information publique qu'ils peuvent mettre à disposition. Le 9e, c'est le suivi constant du programme de FP. Et enfin, c'est le dernier concerne l'évaluation qualité externe. Alors, ces 10 critères d'évaluation sont également subdivisés en d'autres critères. Je vous en donnerai un exemple plus tard. Donc, chaque critère d'évaluation a des indicateurs de performance. Et en fin de compte, cette évaluation eh bien, respecte certaines normes, des normes quantitatives et qualitatives qui doivent être remplies. Puis, il y a un minimum à atteindre également, c'est-à-dire que si le programme d'EFP ne répond pas à ces exigences minimales, eh bien, l'institution ne pourra même pas se porter candidate à une évaluation externe. Donc, ce sont des exigences juridiques, donc, notamment la base juridique. Si vous n'avez pas
cette base, vous ne pouvez pas porter candidat. Si vous n'avez pas de contrat avec votre personnel, vous ne pouvez pas vous porter candidat à une évaluation externe. Et si vous ne remplissez pas ces conditions, évidemment, vous ne pouvez pas avoir d'autorisation ou d'accréditation. Encore 1 minute, Stella. Good. So, an example of an accreditation standard, for example, standard 2, design and approval of the continuous professional training program. Alors, What does it mean? It means that conception et approbation du programme d'information continue. Donc, les institutions doivent avoir des processus pour la conception et l'approbation de leur programme. Et ces programmes doivent être conçus pour qu'ils puissent répondre aux objectifs afférents, notamment les résultats d'apprentissage. L'un de ces critères, eh bien, ce serait notamment le contenu du programme d'études, qui est décrit par un des indicateurs de performance. Et dans le rapport d'auto-évaluation, l'institution doit se pencher sur la pertinence de ce programme d'études, entre le lien entre le programme d'études et le marché du travail, et doit analyser le résultat de cette consultation afin de mettre à jour le programme d'études. Donc, tout cela fournit une base aux experts qui feront une visite d'études avant de rédiger le rapport final et avant de fournir une recommandation quant à l'accréditation ou non de cette institution. Puis, une conclusion sera tirée. Par exemple, on parle de cet indicateur spécifique ici. Donc, on peut dire que oui, vous aurez un point si votre programme d'études répond aux besoins du marché du travail, c'est-à-dire que votre programme d'études peut avoir une incidence économique et sociale. Donc, si c'est oui, c'est 1 point, si c'est partiellement, c'est 0,5 points, et si le programme d'études ne répond pas aux besoins du marché du travail, vous aurez 0 point. Nous sommes intimement persuadés que les programmes de formation continue doivent être alignés sur les besoins du marché du travail. C'est pourquoi nous demandons aux institutions de nous consulter avant de concevoir le programme d'études, notamment à propos du contenu et du résultat du programme. Et notamment, doivent consulter les acteurs pertinents. Stella, je suis désolé. Je voulais juste vous montrer quelques chiffres. Voici le nombre de programmes que nous avons évalués de façon externe sur la période 2016 à 2021. Et au vu d'un certain nombre de décisions, eh bien, on peut constater qu'il y a une institution qui a été autorisée, 133 programmes ont été autorisés, 12 non autorisés, 96 accrédités avec des conditions pendant 3 ans, 626 accrédités pour 5 ans. L'évaluation externe a été interrompue pour 31 cas et 62 programmes d'études n'ont pas été accrédités. Si vous avez des questions, eh bien, nous pourrons parler des raisons sous-jacentes à ces chiffres. Mais dans tous les cas, merci beaucoup. Vous pourrez trouver toutes ces informations sur notre page web. C'est de l'information disponible au public. Merci Stella pour cette présentation exhaustive du cadre juridique et de la procédure d'évaluation externe. Je souhaite rassurer nos participants, toutes les présentations seront mises en ligne sur notre plateforme OpenSpace et nous partagerons le lien avec vous. J'aimerais désormais donner la parole à notre orateur suivant, Ivan Markovic, qui va nous parler d'assurance qualité en enseignement formation professionnelle continue au Monténégro. Ivan Markovic représente le Monténégro dans le forum d'assurance qualité de l'ETF. Ivan, la parole est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour aussi au nom de Vlador Kopovic, qui est un de mes collègues
de l'ETF pour le Monténégro dans le cadre du Forum de l'assurance qualité. Je souhaite vous présenter notre système d'assurance qualité en matière de FPC, donc enseignement et formation professionnelle continue. Le Monténégro est un petit pays. La formation des adultes s'intègre dans un système unique où nous mettons en place une méthodologie conjointe pour chacun des différents niveaux de ce système. Mounir le sait. Lorsque nous avons demandé à ce qu'il y ait une visite de pair l'année dernière, eh bien, nous sommes penchés sur la méthodologie conjointe pour l'assurance qualité. C'était encore à l'état de projet l'année dernière, mais cette méthodologie a été adoptée. Nous avons mis en place un projet pilote dans une institution, un lycée et un enseignement de formation professionnelle. Mais l'idée est également de poursuivre ces programmes pour des adultes. Puis-je partager mon écran? Okay. Yes, we can see it. You can just put it full screen. OK. OK. Voilà, on peut le mettre en plein écran, Ivan. First slide, I will try to present this in next 15 minutes. In first slide, I present Premier slide. Réglementation en matière de qualité et assurance dans le FPC, donc assurance qualité et amélioration dans les institutions d'éducation. Eh bien, c'est une obligation juridique. Il y a une loi générale sur l'éducation qui rend obligatoire l'évaluation pour chaque niveau. Peux-tu le mettre en mode présentateur? Présentation, Ivan, s'il te plaît. Is it okay now? Wait a moment. Yeah. Then put it on presentation mode. Go to the bottom on the right side of the right side. Ivan, mets ta présentation en plein écran. Yeah, that's much better. Merci. Thank you. Okay. General law on education prescribed evaluation. Alors, la loi générale sur l'éducation obligatoire cette évaluation, et ce pour toutes les institutions. L'assurance qualité et l'amélioration d'activités éducationnelles est une tâche qui est réalisée par différents prestataires, notamment le bureau de l'éducation générale et de la formation professionnelle. Donc, il y a un processus d'auto-évaluation qui est réalisé sur une base annuelle dans certains domaines et tous les 2 ans sur l'ensemble de l'institution. Alors, quelques mots à propos des documents essentiels. Comme je l'ai dit au début de ma présentation, eh bien, j'ai évoqué la méthodologie pour l'assurance qualité et l'amélioration des activités d'enseignement. Eh bien, cette méthodologie est offerte par le ministère sur proposition de centres d'éducation et de formation professionnelle. Et cette assurance qualité est définie par le manuel sur le contenu, la forme et la manière de l'évaluation qualité de l'activité d'enseignement d'institution. Donc, il y a un cycle pour cette évaluation. Donc, il y a d'abord l'identification de certains points qu'il faut améliorer ou développer.
Et l'amélioration de la qualité prévoit davantage de planification, de mise en œuvre et de correction. Et il s'agit évidemment d'améliorer la qualité en permanence. Mise en œuvre du processus d'évaluation. Alors, pendant ce processus, une équipe d'évaluateurs qualifiés mettent en place des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qu'ils souhaitent évaluer pour des points précis qui ont été fixés par la méthodologie fournie. Pendant la phase de mise en œuvre, il faut prêter particulièrement attention à ces points. Le sujet de l'évaluation, donc les mesures, les évaluations, les points de référence de l'évaluation et ce que l'on mesure aussi et les outils pour la mesure. Quels sont les domaines clés pour l'évaluation de la qualité des organisations qui s'occupent de l'enseignement pour les adultes? Eh bien, des domaines clés sont définis. Quels sont les domaines clés évalués pendant ce processus? Eh bien, il s'agit de l'enseignement et de l'apprentissage, la gouvernance de l'organisation, l'éthique de l'organisation, les résultats éducatifs et le soutien à la formation, l'orientation. Je pourrais m'étendre pendant longtemps dans une explication de chacun de ces points, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Après, nous avons évidemment des normes pour la qualité qui sont définies pour chaque domaine individuel et toutes les conditions qui doivent être respectées. Comme il est habituel lorsqu'on parle de qualité. Et puis les indicateurs, à savoir ce que l'on peut mesurer. Nous avons préparé une description pour chaque indicateur. Nous devons encore les peaufiner pour les mois à venir. Vous avez à l'écran des exemples, un exemple de notre méthodologie. Vous avez un domaine clé là, à savoir l'enseignement et l'apprentissage. Nous pouvons vérifier que la planification de la classe est conforme au programme d'enseignement. Quels sont les indicateurs qui s'appliquent à ce domaine clé? Eh bien, il s'agit de vérifier, par exemple, que l'enseignant planifie ses cours en fonction de la structure du programme éducatif et que différentes activités sont planifiées dans l'établissement d'enseignement pour adultes. Pendant la mesure de la qualité, il est nécessaire de connaître quelles sont les sources de données. Les documents suivants sont donnés à titre d'exemple. Des documents comme des procès-verbaux de réunion, des programmes, des plans de travail, des avis ou des déclarations sur l'institution, ainsi que les actions qui ont été entreprises. À la suite de l'évaluation, nous produisons un rapport. Ce rapport suit 3 phases. Tout d'abord, la phase de préparation, après l'assurance de la qualité du rapport lui-même, et puis nous avons l'élaboration, la rédaction. Le point de départ est un rapport individuel du superviseur pour le domaine clé.
On établit déjà les résultats clés, les résultats de cette activité d'évaluation. Nous établissons aussi des délais. L'équipe de rédaction du rapport doit préparer ce rapport dans un délai de 5 jours à partir de la mission d'évaluation auprès de l'établissement. Donc, un délai de 5 jours pour présenter ce rapport avec des suggestions, des commentaires, des remarques de la part de l'équipe chargée de l'évaluation. Nous avons ensuite, bien sûr, des mesures qui sont mises en place ex post, après l'évaluation. Des mesures d'amélioration de la qualité, par exemple, pour éliminer les problèmes détectés. Bien sûr, ces mesures ne s'appliquent qu'aux établissements qui ont reçu la qualification de non satisfaisant lors du rapport d'évaluation. Vous avez d'ailleurs à l'écran cette échelle, ce barème, qui comprend 4 notes possibles, à savoir très réussi, réussi, satisfaisant et non satisfaisant. En effet, je vous ai déjà expliqué que l'évaluation se fait pour les établissements qui ont reçu la note satisfaisant ou non satisfaisant dans le processus. Voilà. Et sur ce, je pense que j'en ai fini avec ma présentation. J'ai essayé de m'en tenir strictement à ces 15 minutes que vous m'avez données. Oui, Yvonne, vous y avez réussi, merci. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Nous avons maintenant une séance de questions-réponses, justement. Je voudrais donc céder la parole à Eva Janksova et à Mounir Bhatti qui ont suivi le chat et qui pourront vous lire les questions qui ont été posées. Madame Janksova parle sans micro. Bien. Je vois tout d'abord des félicitations qui vous sont adressées par rapport au progrès consenti. Et quelques questions. Je vais commencer avec Stella. Une question technique. Quels sont les membres des comités de profil? Qui sont les membres de ce comité de profil dont vous avez parlé? Et quel est le rôle du conseil de gouvernement et le ministère? Nous évaluons différents niveaux d'éducation et donc nous avons différents comités. Nous avons 9 personnes qui font partie de ce comité, un président, principalement en provenance du monde universitaire. Nous avons aussi, par exemple, des représentants du marché du travail et des représentants du monde des étudiants. Dans les panels d'évaluation externe qui s'occupent justement de cette évaluation externe, pour la formation continue, nous avons des représentants de l'université et des représentants du marché du travail. Pour d'autres types d'éducation, nous avons aussi les étudiants qui sont représentés dedans, pas pour la formation continue.
quelle est la différence entre le conseil de gouvernement et le ministère? En fait, le ministère, en le ministère est, pour ainsi dire, l'organe, le législateur pour l'organe de l'enseignement. C'est-à-dire, il fixe les tendances, il fixe les principales dispositions. Maintenant, le conseil d'administration de l'organisation est en quelque sorte la direction de notre agence. Nous avons 15 membres de ce conseil d'administration, des personnes venant du monde de l'université, du marché du travail et des étudiants. Mais après, nous avons la direction qui s'occupe de la gestion quotidienne de l'agence et qui doit fixer les normes et les règles qui régissent notre organisation, la planification stratégique, les décisions qui doivent être prises concernant l'évaluation, etc. Le ministère, les décisions du ministère n'ont pas un impact. Disons que le ministère n'a pas de gestion à faire dans notre agence. Il ne s'agit que de le législateur dans le domaine de l'éducation d'enseignement en général. Et l'agence, elle est gouvernée par un conseil d'administration qui ne s'occupe que de l'agence et du fonctionnement de l'agence. Merci, c'était très clair. Nous avons des petits problèmes techniques. J'espère que vous pouvez m'entendre. Merci pour votre réponse aussi exhaustive. Il y a une petite question encore dans le chat. Est-ce que vous avez intégré les 10 indicateurs ECAVET dans votre système d'accréditation? Parce que nous avons parlé dans le passé de ces indicateurs. Est-ce que vous les avez incorporés à votre propre système d'assurance de la qualité? Oui, nous en tenons compte, mais pas pour l'accréditation. Il s'agit d'indicateurs de performance et pour les normes d'évaluation. Disons que ces 10 indicateurs ressemblent fortement aux indicateurs que nous employons, mais lorsque nous allons dans le détail des critères d'évaluation de la qualité, ils sont différents. Par exemple, pour le FPI, l'établissement n'est pas autorisé à fixer ses propres programmes d'études, alors que pour le FPC, c'est justement à l'envers. Les établissements conçoivent les programmes d'études avec des représentants du marché du travail en réfléchissant aux besoins et en tenant compte des besoins du marché du travail. Pour le FPI et pour le FPC, les enseignants doivent avoir un diplôme universitaire et tous les 5 ans, ils sont forcés de passer par un processus de renforcement des capacités. Ils continuent de se former en termes de pédagogie, etc. Alors, le problème, c'est que nous avons énormément de programmes non accrédités, tout simplement parce que les enseignants de ces établissements, les établissements de FPC, ne sont pas passés par ce processus de renforcement des capacités qui doit intervenir tous les 5 ans. Donc voilà, il y a quand même des différences. Oui, merci. Il y a encore une question pour Ivan. Une question liée aux évaluateurs. Comment ils évaluent la performance
en termes d'apprentissage des apprenants? Yvan, eh bien, c'est la question la plus importante, mais la plus difficile à répondre. I cannot say more about it because the we organized evaluation L'évaluation evaluation in the institution est organisée time when they organized teaching auprès de l'établissement lorsque des cours sont impartis, and then we can say que ce soit d'enseignement ou de formation professionnelle. some type of test or Ils sont through the final exam. We organize some soumis à des tests aussi. about satisfactory on labor market or satisfactory or employees. Nous avons par exemple des enquêtes de satisfaction des employeurs qui nous permettent d'avoir des informations très intéressantes sur le résultat de ces activités de formation pour adultes. Pour l'instant, nous ne pouvons pas tellement mesurer le résultat des activités d'apprentissage pendant cette activité d'évaluation réalisée par notre institution. Mais c'est l'élément le plus important. En effet, c'est essentiel, je l'ai déjà dit. Je pense que nous venons de parler des indicateurs. Et justement, nous avons essayé nous-mêmes d'incorporer ces indicateurs à notre stratégie. Il y a des indicateurs pour chaque domaine clé. Il y a des indicateurs, par exemple, qui tentent de mesurer la satisfaction des employeurs. Merci. Il y a encore une question. Et je pense que c'est Mounir qui va la lire parce qu'elle est en français. Ivan, can I ask it in French? No. Ivan, est-ce que je peux vous la lire directement en français? The question is about the evaluation, external evaluation. This is very important. La question concerne l'évaluation externe qui nous intéresse énormément. Il s'agit de savoir si le représentant du marché du travail joue un rôle dans cette évaluation externe. Est-ce qu'ils font partie du panel? Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire sur cette évaluation externe? Ivan, non. Nous n'avons que des représentants de notre propre institution et des établissements d'enseignement. Nous pourrions incorporer des évaluateurs à nos panels qui viennent du marché du travail, les entreprises par exemple, mais très souvent, les équipes qui sont organisées sont composées d'experts de notre propre institution et puis des évaluateurs externes des établissements chargés de l'EFP. Très bien, merci Nadia. Merci Mounir, merci Eva. Ivan, pardon. Nous sommes arrivés à 11 heures ici à Turin et nous sommes arrivés à la moitié de notre séminaire. Avant de passer à l'expérience des États membres de l'Union européenne et de la Tunisie, je vous propose de recharger les batteries avec une petite pause café. Ne vous déconnectez pas, nous nous retrouvons dans la salle dans 5 minutes. Merci. Avant de poursuivre avec nos deux présentations suivantes, nous aimerions vous poser quelques questions. Poser des questions sur vos systèmes d'assurance qualité en EFPC.
Alors, un bref sondage. J'ai mon ami Alessandro ici qui va nous aider. Alors, il y a une question, la première, qui s'affiche à votre écran. Cette question a trait à la différence entre le cadre d'assurance qualité pour l'enseignement et la formation professionnelle continue et initiale dans votre pays. Alors, c'est soit oui ou non, ou alors, troisième réponse possible, il n'y a pas de cadre d'assurance qualité pour le FPC, donc enseignement et formation professionnelle continue. Deuxième question. Quels sont les principaux défis en matière de conception et de mise en œuvre de cadres d'assurance qualité pour le FPC? Alors, pour vos pays. On vous a donné 4 options. Donc, diversité des opérateurs de formation, ou alors les caractéristiques spécifiques de la formation continue, courte durée, de nature informelle ou non formelle. Ou alors, troisième réponse, ne débouche pas nécessairement sur une certification. Et quatrième réponse, il n'y a pas de défi. Alessandro nous dit qu'il nous faut toujours quelques instants. Alors, on peut se pencher sur les résultats désormais. Pour la première question sur la différence entre les cadres d'assurance qualité, 57% disent oui et 29% disent non et 14% disent qu'il n'y a pas de cadre d'assurance qualité pour la formation continue dans votre pays. Qu'en est-il de la deuxième question? Je vois que seules 2 options ont été sélectionnées. Et elles ont très haut défi. Donc 21% disent que c'est la diversité des opérateurs et la majeure partie des répondants dit que les défis sont les caractéristiques spécifiques de l'apprentissage, donc court terme, formel, informel, 79%. Très intéressant de constater toutes ces différences, ces similarités. Donc, je pense que nous partageons de nombreux défis et cela signifie qu'il y a la possibilité d'échange et d'apprentissage mutuel sur ces sujets. Je vais maintenant donner la parole à nos orateurs suivants qui viennent de Tunisie. Ils vont présenter l'assurance qualité en matière de FPC dans leur pays. Je donne la parole à Sameh Romdani, chef de projet et responsable de la division formation et évaluation à la division assistance commerciale dans un centre de formation en Tunisie, et Adèle qui est dans le même centre de formation. Chers collègues, la parole est à vous pour votre présentation. Merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis Adèle Lacal, directeur de l'assistance aux entreprises. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. On vous entend très bien. Donc, je suis Adèle Lacal, directeur de l'assistance aux entreprises, avec M. Sameh Romdani, chef de projet de formation professionnelle, qui relève du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Je remercie l'ETF pour cette occasion de témoignage de notre expérience en matière d'assurance qualité. Et je salue tous les amis à travers l'ETF ainsi que mes collègues du dispositif national de formation professionnelle. Le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle, il est chargé du développement de la formation continue auprès des entreprises
auprès des travailleurs et auprès des secteurs professionnels à travers essentiellement une mission d'assistance et de conseil en formation continue en management des ressources humaines, et une mission de gestion des outils de financement mis à la disposition des entreprises et des partenaires professionnels, et une autre mission de développement des compétences qui cible essentiellement les travailleurs, que ce soit dans le secteur public ou bien dans le secteur privé. C'est une formation diplômante essentiellement présentielle et essentiellement surtout une formation à distance avec d'autres formations modulaires qui visent le développement des compétences. Pour la mise en œuvre du label CAFEAT, c'est un label qui cible les entreprises ou les organismes bénéficiaires de la formation, que ce soit public ou bien privé. CAFEAT, c'est la traduction arabe compétence, label compétence. Nous allons évoquer des points suivants. Next page. Contexte des objectifs. Étape de mise en œuvre du label formation continue. Critères qualité de label formation continue et processus de certification. Est-ce que vous pouvez avancer la page? Une autre fois. Pour le contexte et l'objectif. Next page. Next slide. Yes. Pour le contexte et les objectifs, ces projets de label CAFEAT en formation continue, ils s'intègrent bel et bien dans les dispositifs du réforme du dispositif national de la formation professionnelle, et particulièrement à travers 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, le dispositif national de formation professionnelle est intégré dans le système national de développement des ressources humaines. Objectif spécifique numéro 2, c'est l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la formation. Et l'objectif spécifique numéro 3, garantir une gouvernance du dispositif national de la formation professionnelle. En ce qui concerne notre projet label, il s'intègre bel et bien dans l'objectif spécifique numéro 2. Slide suivant. Donc, l'objectif spécifique numéro 2, c'est l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la formation à travers les axes suivants. Une mise en place des normes en formation continue, donc à travers notre projet de label formation continue organisme, ça veut dire entreprise. Une professionnalisation des intervenants en formation continue. Et lorsqu'on parle des intervenants en formation continue, on parle des entreprises essentiellement. Il y a les profils ou bien la fonction conseiller en formation continue ou bien consultant en formation continue, qui est une fonction qui preste des services auprès des entreprises. La fonction responsable de formation qui est à l'intérieur de l'entreprise. La fonction formateur en entreprise et la fonction tuteur. Donc, ce sont les acteurs de la formation continue au sein de l'entreprise. Pour la mise à niveau des opérateurs de formation, qui est le 322, entamer la préparation du projet avec les formateurs, les opérateurs de formation, que ce soit privés ou bien publics. Pour le troisième axe, c'est la mise en place d'évaluations certificatives à travers la VAE et une veille prospective et identification des besoins en formation. Maintenant, la question, pourquoi un label de formation? Next. Pourquoi un label en formation continue? Nous avons constaté depuis plus qu'un quart de siècle maintenant l'exercice du Centre national de formation continue et de formation professionnelle, qui a un grand effort qui a été établi ou bien fourni pour développer la culture formation continue, mais évaluer les résultats et l'impact de cette formation jusqu'à maintenant, ce n'est pas évident, et c'est pourquoi on a pensé à mettre en place un label. Donc, le premier objectif, c'est de garantir la qualité tout au long du processus de formation afin de répondre aux besoins de l'entreprise.
Le deuxième objectif, c'est de développer la culture formation continue au sein des entreprises en tendant vers ce qu'on appelle une entreprise formatrice. Et le troisième objectif, puisque c'est l'État qui fait beaucoup d'incitations en matière de financement, on veut optimiser les ressources de l'entreprise et les ressources des contribuables. Next slide. Donc, il est temps. Pourquoi maintenant pourquoi ces labels maintenant? Il est temps de capitaliser l'expérience du Centre national de formation continue et de formation professionnelle en termes d'ingénierie de formation depuis maintenant plus qu'un quart de siècle, et d'intégrer ces processus d'ingénierie de formation dans un processus qui est plus global, le management des ressources humaines. Aujourd'hui, on parle de plus en plus gouvernance et pilotage des systèmes de formation, et c'est l'occasion ou jamais d'optimiser les ressources de l'État et les ressources de l'entreprise. On cible aussi la pérennisation de cette démarche ingénierie de formation en entreprise, et on veut l'intégrer bel et bien dans un processus plus global qui est le management des ressources humaines, parce que malgré cette expérience qui date maintenant depuis des années, dès qu'on est parti de l'entreprise, on ne trouve pas cette démarche qui est pérennisée au niveau de l'entreprise. L'entreprise revient vers des pratiques qui sont anciennes et qui ne garantissent pas cette qualité en matière de formation pour leur personnel. Un autre point qui a poussé, qui a boosté la mise en place de ce label à partir de cette date, c'est que les premiers responsables de CNFCPP, ils sont convaincus plus que jamais de mettre des règles strictes et des règles qui peuvent nous garantir davantage une qualité de formation pour les entreprises. Et cette qualité, jusqu'à maintenant, elle n'est pas garantie, puisqu'il y a une diversité des acteurs de formation, que ce soit public ou en matière d'assurance qualité, surtout pour la formation continue. Merci pour vous. Je cède la parole maintenant à mon collègue Sami Ramzani pour présenter la suite de ce projet. Merci pour vous. Merci Ad. Donc, je me présente, Sami Ramzani, chef de projet de développement de la formation continue et notamment du label KFET. Donc, je m'enchaîne avec les étapes de mise en place du label KFET. Il s'agit en fait de 5 étapes pour la concrétisation du label. La première étape consiste à élaborer un référentiel de certification. La deuxième étape, elle concerne la formation des accompagnateurs qui sont les conseillers de formation continue du CNFCPP et des auditeurs qui sont les auditeurs tierces parties de l'INORPI. L'INORPI, c'est l'Institut national de normalisation de la propriété industrielle. Puis la troisième étape, il s'agit de la mise en place ou l'accompagnement des entreprises qui ont adhéré au label à travers une démarche de formation-action pour la mise en place des critères qui sont fixés dans le référentiel. Une quatrième phase, celle de l'évaluation de certification, c'est comme l'ISO 9001. Et finalement, une phase de clôture avec la remise de certification et la communication sur les résultats. The second slide, please. Maintenant, on va, en fait, le référentiel de certification est composé d'un ensemble d'articles, dont notamment un ensemble de critères qui sont la base de la certification. En fait, il y a 8 critères et 24 exigences, où chaque critère est évalué à travers un indicateur ou plus. Commençons par le premier critère, et celui de la politique de la formation. En fait, on a essayé à travers ce critère d'aider l'entreprise à bâtir un projet de formation en harmonie avec sa stratégie globale et sa principale vision. Le deuxième critère, il s'agit de la pertinence de la formation. Ce critère, en fait, il est évalué à travers 4 indicateurs ou 4 exigences.
la première exigence, c'est la stratégie et les projets de l'entreprise. La deuxième, c'est la politique ressources humaines et l'analyse quantitative des ressources humaines. Le troisième indicateur, c'est les dysfonctionnements constatés au niveau des départements. Et le quatrième indicateur, c'est l'analyse des emplois sensibles et l'identification des besoins en formation. Passons au critère 3. Le critère 3 traduit l'élaboration de la budgétisation optimale du plan de formation. Donc, ce critère, il est évalué à travers 3 indicateurs, à savoir la traduction des besoins en formation en un plan de formation. Le deuxième indicateur, c'est la priorisation des actions de formation. Et le troisième indicateur, c'est la budgétisation du plan de formation. La phase qui suit l'élaboration du plan de formation est celle de l'achat de la formation, qui est le critère 4. Donc, cette opération va être évaluée à travers 4 indicateurs. L'élaboration des cahiers de charges de formation. Puis, le deuxième indicateur, c'est l'évaluation des offres et l'évaluation annuelle des prestataires du service. Et le quatrième, c'est la contractualisation des achats de formation par l'entreprise et le cabinet. La phase mise en œuvre, c'est la phase, c'est le critère numéro 5. Donc, elle comprend la gestion de la formation et l'évaluation à travers des tableaux de bord. Le tableau de suivi, ainsi que le parcours individuel des participants, va être un indicateur qui va mesurer ce critère. Et puis, c'est la gestion, un indicateur qui touche la gestion administrative, puisque l'entreprise va bénéficier des avantages de l'État. Le critère 7, c'est la qualification. Il s'intéresse à la qualification du personnel chargé de la formation. Lorsqu'on parle de personnel, on parle des responsables de formation et des collaborateurs, et notamment les formateurs qui sont au sein de l'entreprise doivent être qualifiés. Pour les responsables de formation, ils doivent maîtriser la démarche d'ingénierie de formation. Et pour les formateurs en entreprise, ils doivent maîtriser tout ce qui est les techniques andragogiques pour mieux former leurs collaborateurs. Et enfin, le référentiel du certificat, enfin, on va clôturer avec le critère 8, qui est celui de l'évaluation de la formation à travers notamment 4 indicateurs. Le premier indicateur, il concerne la satisfaction des participants à la formation, qui est le niveau 1 de l'évaluation. Le deuxième indicateur, c'est l'évaluation des acquis de l'apprentissage. Le troisième indicateur, c'est l'évaluation du transfert des acquis sur post-travail. Et le quatrième indicateur, c'est l'évaluation de l'impact de la formation. Voilà les 8 critères et les 24 exigences qui sont au cœur de cette certification. The next, please. Maintenant, la démarche d'intervention. Donc, il y avait une phase expérimentale où on a fait un appel à candidature et choix des entreprises selon des critères préétablis. En fait, on a choisi 5 entreprises pour la mise en place du label. La période est de février 2021 jusqu'à février 2022. Les 5 entreprises, comme vous voyez dans le tableau, ils sont de divers secteurs. Donc, on a une entreprise du secteur bancaire, une entreprise du secteur assurance, une entreprise du secteur industrie des matériaux de construction, une entreprise du secteur de fabrication des dispositifs médicaux et une entreprise dans le secteur de l'industrie de mousse et des matelas à ressort. Next slide. Pour la deuxième phase, qui est la phase de généralisation, l'objectif, c'est de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs des entreprises à travers 2 indicateurs. Donc, le premier indicateur, c'est la labellisation de 5% des entreprises clientes du CNFCPP. C'est au nombre de 100 entreprises, presque, sur une période de 5 ans, allant de 2021 jusqu'à 2025. Le deuxième indicateur, c'est au terme de l'année 2025, 5% des entreprises bénéficiaires des services du CNFCPP
auront des plans de formation déclinés à partir de leur politique de formation. Next slide. Pour l'évaluation, pour la question, l'évaluation de la pertinence du label Café-Aide, en fait, on a fixé deux indicateurs de performance. Le premier indicateur de performance, c'est le taux de satisfaction du personnel des entreprises labellisées par rapport à la formation et de 70%. Le deuxième indicateur, c'est le taux 70% des entreprises labellisées. Elles mesurent l'impact de la formation à travers des indicateurs de performance. Et finalement, on va vous présenter le processus de certification. Il est similaire que le processus de certification au ISO du 9001. Donc, il y a une demande de labellisation qui va être adressée à l'INORPI, puisque l'organisme certificateur, c'est l'INORPI. Puis, il y a une analyse de recevabilité du dossier. L'acceptation ou non du dossier selon les paperasses demandées, puis l'évaluation de certification qui va être réalisée par les auditeurs qui sont de l'INORPI, puis comme l'ISO 9001, c'est l'accord du label sous condition ou le refus. Voilà globalement les étapes et les critères et la certification du label Café-Aide. Et merci pour votre attention. Thank you very much, Sami and Adel. Merci Sami, merci Adel de nous avoir présenté ce label Café-Aide. Je voudrais me tourner maintenant vers notre prochaine intervenante, Annette Kurs du secrétariat ECAVET, qui est experte principale technique au secrétariat de l'ECAVET, qui va nous donner la perspective de l'Union européenne quant à l'EFPC. Allez-y, Annette. Merci. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous les résultats des discussions que nous avons tenues dans le réseau de l'ECAVET sur cette même question. Il me semble que c'est une bonne occasion pour faire le lien avec certaines des discussions que nous avons eues dans ce cadre. Je voudrais commencer par vous rappeler la recommandation de 2020 qui a établi que des efforts doivent être déployés pour nous assurer que l'évaluation de la qualité de l'EFP s'applique à toutes les formes de formation continue, sachant que nous n'avons pas besoin d'un cadre spécifique qui s'occupe de l'EFPC, mais les indicateurs qui sont utilisés dans les CAVET peuvent être et doivent être utilisés aussi pour l'EFPC. Stella nous a dit, par exemple, qu'il y a une différence dans l'application des différents indicateurs à différents environnements de formation et enseignement, y compris le FPC. Je voudrais maintenant vous donner un aperçu très bref de l'état de la situation en Europe. En fait, je voudrais tout simplement souligner que le point de départ est très semblable à ce que Mounir nous a exposé au début de la réunion et ce qui était mentionné dans la note informative. Pour le FPC et le FPI, l'assurance qualité est déjà très avancée, ce qui est lié à l'environnement assez complexe que l'on
que l'on observe pour le FPC. L'exposé de la Tunisie m'a impressionné fortement en raison du nombre élevé de critères et d'indicateurs qui sont appliqués. Ce qui nous parle en fait de la complexité de l'EFPC et le fait que l'enseignement et la formation professionnelle continue fait l'objet d'une réglementation plus nombreuses que le FPI. Il n'y a pas un cadre très fort dans la plupart des pays qui s'occupent de l'FPC. Des efforts sont déployés quant à l'assurance de la qualité. L'assurance de qualité peut porter sur les établissements, par exemple, les prestataires de formation continue, c'est-à-dire toute une série de critères que devraient respecter ces prestataires, comme la Moldavie et le Monténégro nous ont expliqué pour ce qui est de l'accréditation des prestataires. De même, à l'échelon des cours et des programmes de formation. Le financement public, par exemple, lui aussi imposer des exigences en matière d'assurance qualité. Et il est toujours important de savoir quel doit être l'organisme chargé de l'accréditation. Est-ce que c'est le même pour le FPC, pour le FPI? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que les structures sont déjà là? Est-ce qu'il y a un organisme peut-être qui pourrait déjà être utilisé pour effectuer l'assurance qualité dans ce secteur? Comment l'évaluation est-elle menée? Est-ce que les parties prenantes sont impliquées dans le processus, par exemple les représentants du monde de l'entreprise, comme on a entendu tout à l'heure? Voilà donc les questions que nous nous posons. Quelque chose qui a surgi aussi dans nos discussions tout à l'heure, le rôle de la formation formelle, informelle pardon, et non formelle, qui sont beaucoup plus importantes dans le domaine de l'EFPC et que de l'EFPI. Il y a énormément de prestataires qui ne font pas partie du cadre national de certification de l'enseignement et qui proposent des formations, des renforcements des capacités, puis les cours en ligne qui peuvent conduire à des mini ou micro-certifications et des labels qui ne font que s'ajouter à la complexité de l'univers EFPC. Vous pouvez voir ici maintenant les 3 questions qui ont été abordées dans une activité que nous avons développée en avril 2021, il y a juste 6 mois. C'est très récent. Vous pouvez voir que nous avons abordé, nous avons débattu des solutions possibles à l'échelon des prestataires de services pour améliorer la qualité de l'EFPC afin d'établir une structure d'assurance de la qualité pour la formation continue. Nous avons aussi débattu du rôle des labels de qualité internationaux. Et j'en cite 2. Nous avons ces 2 approches qui nous permet de réglementer en quelque sorte ces cours de formation, ces formations rapides qui ne font pas partie du système d'enseignement formel qui est facilement évaluable, lui. Voilà donc les 2 labels de qualité que nous avons étudiés. Je ne vais pas entrer davantage dans les détails de ces thèmes qui ont été abordés parce que nous sommes un peu à court de temps.
Mais de toute façon, le document de synthèse de cette activité sera partagé avec vous tous. Si vous portez un intérêt particulier à ces questions, vous trouverez dans ce document de synthèse davantage d'informations. Passons donc au transparent suivant. Vous avez maintenant à l'écran les éléments qui nous ont guidés dans nos discussions. Vous pouvez voir, par exemple, que nous nous sommes concentrés surtout sur les questions qui commencent par comment. Comment développer et améliorer les dispositifs d'assurance qualité au niveau des systèmes et des prestataires, mais aussi du point de vue des utilisateurs, des usagers. Qui devrait bénéficier de cela? Qui sont les utilisateurs de l'assurance qualité? Est-ce les apprenants? Est-ce les employeurs? Est-ce le système en tant que tel qui doit bénéficier d'une amélioration de la qualité? Voilà ce qui a concentré aussi nos débats. Je voudrais vous présenter 3 cas de pays dont nous avons débattu au PLA. Cet événement, 3 KPI qui nous ont été présentés, de même que vous avez fait avec la Moldavie, le Monténégro et la Tunisie. L'Irlande, le Portugal et la République tchèque ont présenté leur système. Et l'Irlande, c'est l'un des rares pays où les prestataires de FPC sont les mêmes prestataires de l'EFPI financé par des fonds publics. Donc, pensez qu'il s'agit de l'EFPI financé par des fonds publics, rappelle-vous. Et donc, les exigences de qualité qui s'appliquent pour le FPC sont les mêmes qui s'appliquent pour le FPI. Rappelez-vous, 4 volets principaux. Tout d'abord, les normes pour l'enseignement et la formation à tous les niveaux, y compris la formation continue liée au cadre national irlandais des qualifications et des normes qui s'appliquent pour la reconnaissance des qualifications antérieures. Deuxième volet, il y a aussi des accords de performance stratégique entre les 16 conseils d'éducation et de formation et l'Agence de financement et de politique de la formation continue. Troisième volet, il existe des directives d'assurance qualité élaborées par le QQI, à savoir l'organe de qualité et certification d'Irlande. Il s'agit donc d'un cadre bien intégré qui s'applique autant à l'EFPI qu'à l'EFPC. Quant au cas portugais, au Portugal, il y a des dispositions qui sont plutôt applicables à l'EFPC. Il y a un département du gouvernement qui s'occupe des mécanismes d'assurance qualité, qui portent sur les prestataires, sur les certifications et sur la formation des professionnels. Donc, vous voyez que c'est déjà une approche assez structurée. Et passons maintenant à la République tchèque, le troisième cas d'espèce que je voudrais vous présenter. Je suis consciente que c'est trop rapide, mais j'insiste, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez très facilement trouver davantage d'informations dans ce document de synthèse qui vous sera partagé. Alors, en République tchèque, la structure est un peu plus compliquée.
il y a plusieurs ministères qui ont la responsabilité de la certification des programmes de formation continue en fonction du secteur. Mais ils utilisent tous des normes de qualité et des spécifications qui sont répertoriées dans le registre national des certifications, un registre officiel. C'est aussi le cas pour les 2 autres pays. There are actually providers also underlie a certain level of control and inspection. So these are really very briefly the approaches in these 2 countries. If we go to the next slide, I'd just like to summarize a couple of key discussion points that we made during that PLA. We said that it is really Alors, important that c'est absolument essentiel de pouvoir continuer à garantir le caractère inclusif de l'EFP. Il est également nécessaire d'inclure un ensemble plus vaste d'acteurs, de parties prenantes, afin de faire en sorte que, comme je l'ai dit précédemment, il fallait prendre en compte la perspective de l'utilisateur. Que signifie l'assurance qualité dans ce contexte? Pour qui, pourquoi faisons-nous cela? L'autre point essentiel, c'est qu'il faut des points pour la reconnaissance de l'apprentissage, et ce, dans tous les environnements d'apprentissage, qu'il s'agisse d'environnements formels ou informels. Donc, il faut vraiment aussi renforcer l'attractivité de l'EFPC, et il faut aussi que l'apprenant jouisse d'un excellent cursus et que l'apprenant puisse également disposer d'un certificat ou d'un document qui peut renforcer son employabilité. Je vais maintenant me pencher brièvement sur le rôle des labels de qualité internationaux. Alors, passons au slide suivant. Annette, I think we do not have those slides because we decided to Alors, reduce. Annette, nous n'avons pas ces slides car il nous fallait réduire la présentation, mais peut-être que tu peux en parler. Peut-être que l'on peut passer au slide des conclusions principales. Ce serait le slide 18. Nouveau ici, nous soulignons que l'assurance qualité en matière de FPC doit être prise par le biais de différentes perspectives, notamment la perspective de la protection du consommateur. Il faut que le consommateur puisse disposer d'offres de formation de haute qualité et doit pouvoir bien les identifier. Et c'est ce que peuvent accomplir ces labels de qualité. Car ces labels de qualité sont souvent reconnus, jouissent d'une bonne réputation, et les prestataires peuvent être certifiés ISO ou EFQM. Et ça, c'est un bon signal envoyé à l'utilisateur, c'est-à-dire que ce prestataire est un prestataire de qualité. Dans certains des pays, eh bien, cela est même consigné dans le processus d'accréditation. Donc, on parle de prestataires respectant les normes ISO. Ah, nous avons trouvé le slide. Alors,
D'un point de vue de la protection du consommateur, ces labels sont utiles. Pour ce qui est du prestataire, on en a déjà parlé. Et beaucoup de choses ont été dites, notamment lors des présentations sur les 3 pays que nous avons pu suivre aujourd'hui. Et l'aspect que j'aimerais souligner tout particulièrement, c'est le résultat. Comment faire en sorte que les compétences requises soient fournies par ces institutions de formation et que peuvent faire les labels qualité pour cela, que peut faire l'assurance qualité pour cela. Donc, les employeurs peuvent faire en sorte également, à leur propre échelle, de voir que les établissements peuvent fournir les bonnes compétences qui leur sont nécessaires. Oui, pour ce qui est de l'assurance qualité au niveau du système, eh bien, on se concentre sur l'accréditation de prestataires et l'assurance qualité des résultats. Donc, on parle également de qualité, notamment en matière de conformité avec les cadres de certification nationaux et les réglementations en matière de formation. La performance est souvent analysée par le biais des données d'avancement des diplômés sur le marché du travail. Donc, dans certains pays, des prestataires doivent fournir des données quant à cela, notamment combien de diplômés ou de personnes certifiées obtiennent un emploi après un temps donné. Nous avons vu que ECAVET était utilisé. Donc, il y a des indicateurs qui sont utilisés. Certains sont plus importants que d'autres, mais ça c'est normal du point de vue des cavettes. Évidemment, on ne doit pas forcément utiliser tous les indicateurs de la même façon. Il n'est pas possible ni désirable d'avoir un système unique pour l'assurance qualité au sein de l'EFPC. En raison de la diversité présente dans ce champ, il se peut que différents systèmes sont déployés dans différents secteurs. Évidemment, la qualité sera meilleure s'il y a un système cohérent qui se base sur des normes communes. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps. Merci de m'avoir donné la possibilité de partager ma présentation avec vous. Et il y a également un document que vous pourrez consulter qui se penche sur ces points plus en détail. Merci beaucoup, Annette, d'avoir résumé les conversations que tu as pu avoir durant cette activité d'apprentissage entre les pairs avec les États membres de l'UE. Oui, évidemment, nous allons mettre en ligne le rapport sur notre plateforme en ligne. Nous avons maintenant un peu de temps pour des questions. Et j'aimerais donner la parole à Mounir. Alors, les présentations du Monténégro et de la Moldavie se concentraient sur l'assurance qualité des prestataires. Pour ce qui est de la présentation de la Tunisie, elle était très spécifique. On se penchait sur les entreprises et la façon dont on peut les aider à identifier leurs besoins, notamment en matière de perfectionnement, de reconversion de leurs travailleurs, grâce à ce label CAFET. C'est une perspective pour le moins différente. Alors, les collègues tunisiens ont bien stipulé qu'ils ont un centre national pour le FPC qui
épaule les entreprises, les prestataires, mais ce centre finance également le FPC en Tunisie par le biais de différentes approches. Et ce centre national de FPC est conséquent. Il y a près de 300 employés et ils sont actifs au niveau local et national. J'ai une question pour mes compatriotes. Je vais la poser en français. Si moi, je suis une entreprise qui est labellisée à travers ce label Kafa'at que vous créez, quelle valeur ajoutée cela m'apporte? Qu'est-ce que je gagne en tant qu'entreprise à être labellisé avec ce label? En fait, l'entreprise labellisée, tout d'abord, elle va profiter de la mise en place d'un système de gestion de formation qui va répondre à ses besoins quantitatifs et qualitatifs. En fait, à travers la phase expérimentale, on a remarqué qu'il y a une nouvelle culture qui s'instaure au niveau des entreprises. C'est-à-dire dans le sens où on a activé à travers ce projet le rôle des responsables hiérarchiques de l'entreprise. Avant, il y avait le responsable de formation qui gère tout. Il gère tout, la formation, l'identification, il va collecter juste les fiches, il va monter le plan de formation et tout ça. Maintenant, à travers ce label, à travers l'identification des parties prenantes dans le processus d'ingénierie de formation, l'entreprise a développé une autre culture, c'est le rôle des responsables hiérarchiques au niveau de tous les processus de l'identification des besoins en formation jusqu'à l'évaluation. Ça, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a travaillé sur des indicateurs de performance. Aujourd'hui, le responsable de l'entreprise, il va être convaincu lorsqu'on lui parle en termes d'indicateurs de performance, en termes de chiffre d'affaires. Comment le dysfonctionnement au niveau de l'entreprise va être résolu par la formation à travers la traduction de ce dysfonctionnement en termes de chiffre d'affaires, en termes de gains de productivité. Donc, ça, le deuxième élément. Le troisième élément, on a un autre projet qui vise la certification des intervenants. L'entreprise labellisée va prochainement, pour bénéficier des avantages de l'État, le responsable de formation doit être certifié. Et ça, c'est-à-dire développer une qualité au niveau du montage du plan de formation. Donc, un autre élément qui s'ajoute à la labellisation des entreprises, c'est l'image de marque de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises qui sont à l'échelle internationale, ils travaillent sur des modèles de formation attirant les jeunes pour attirer les talents et tout ça. Donc, l'entreprise labellisée, c'est une marque qui va jouer sur son image de marque à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, et peut-être elle va renforcer sa capacité pour tout ce qui est export et tout ça. Voilà quelques éléments et des avantages pour l'entreprise qui est labellisée. Merci beaucoup, Sami, c'est très clair. Over to you, Nadia. Merci, Sami, c'était très clair. Oui. Une autre question? Non, Sami, il n'y a pas d'autres questions. C'était la seule. Merci bien. Over to you, Nadia. Okay, thank you very much, vous, Mounir. Nadia. Merci, Mounir. Je pense que c'était la dernière question. Je regarde Eva. Oui, il y a encore une question. C'est une question de Faisal. Il voudrait savoir si les comptes d'apprentissage individuel pourraient faire le lien entre le FPI et le FPC. Eh bien, merci. C'est une question tout à fait intéressante. Vous parlez de faire le lien ou tendre un pont
C'est vrai que cette image du pont est excellente. En fait, il faudrait faire le lien entre le secteur de l'éducation formelle et le secteur de l'enseignement non formel. La définition des comptes d'apprentissage individuel, c'est un compte où les résultats de l'apprentissage peuvent être cumulés, disons. Et cela conforme une base pour la création d'un parcours plus formel d'enseignement, afin de promouvoir aussi une transition vers le marché du travail. La plupart des pays utilisent ce type de système. Nous avons eu 2 cas d'espèce au PLA, la France et les Pays-Bas. Ces 2 pays utilisent ce type d'instrument pour faciliter la transition vers le marché du travail. Ces personnes qui ont les capacités et l'expertise d'une formation non formelle ou informelle ou en raison d'un apprentissage sur le tas et qui peuvent ensuite utiliser ces capacités dans le contexte plus formel. Merci. Nous avons encore 3 petites minutes. Je voudrais céder la parole à Nadia. Oui, merci. Je voudrais inviter Mounir à nous adresser quelques propos en guise de conclusion. Merci Nadia. Je voudrais remercier les intervenants, les participants. J'espère que ça a été utile, une session sur l'assurance qualité, les outils, les exigences et les dispositions qui s'appliquent. C'était un peu court, mais je pense qu'il a été très intéressant d'avoir un échange sur cette question particulière. Ce webinaire a été enregistré. Je pense que cela va être mis à votre disposition. Nous allons aussi téléverser tous les documents dont on a parlé, les présentations de même. Vous trouverez le rapport sur cette réunion PLA de l'ECAVET sur l'assurance qualité, toutes les notes d'introduction sur cette étude CDFOP ETF. Bref, regardez notre open space, c'est là que vous trouverez toutes les informations qui vous intéressent. Vous avez maintenant dans le chat un lien qui s'affiche vers le formulaire, l'enquête de satisfaction. S'il vous plaît, veuillez compléter ce formulaire. C'est extrêmement important pour nous. Nous sommes vraiment à votre écoute pour des événements à venir. Donc, faites-nous part de vos remarques, de vos questions, de vos recommandations, suggestions. Je vous prie donc de compléter ce formulaire qui nous est fort utile. Merci, nous allons finir exactement à l'heure prévue. Merci d'avoir participé. J'espère vous revoir dans d'autres événements. Goodbye. Bye, bye.